Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Excusez-nous du retard, comme souvent, mais on espère toujours que ça ne va pas nous arriver. Nous avons eu quelques soucis de connexion. Nous sommes très heureux, Gilles Rabin, Yana et moi, de vous accueillir. Au nom de la chaire ETI, nous avons un format un petit peu particulier ce matin, puisque nous avons souhaité, dans le cadre de la publication du nouveau livre de Gilles, Berlin est une gare, organiser un dialogue croisé avec Yana. Et voilà. Donc, l'idée de ce matin, c'est de partager avec vous un voyage un peu initiatique au travers de Berlin et par-delà, en fait, cette ville. Donc, Gilles, je vais vous proposer de démarrer, peut-être de vous présenter. Donc, moi, je suis Catherine Gall, je suis la secrétaire exécutive de la chaire ETI. La chaire ETI, c'est une chaire de recherche de l'IAE Paris-Sorbonne, dans laquelle nous avons pour passion de réfléchir à l'évolution des usages et aux nouvelles façons de vivre la ville. Nous nous intéressons aussi à la création de valeur dans la ville et à la place que l'entrepreneur peut jouer pour apporter de la dynamique dans les villes, mais aussi dans les territoires. Nous ne sommes pas uniquement ancrés sur le paysage urbain. Mais ce matin, on va plutôt s'intéresser à des villes emblématiques. Et donc, j'invite Gilles à prendre la première partie pour se présenter peut-être et nous dire pourquoi il a ce rapport si particulier avec Berlin et il a eu envie d'en faire un livre. Gilles. Merci beaucoup. Merci. Donc, pourquoi c'est compliqué? Parce que c'est pas naturel cet amour de Berlin. C'est pas naturel parce que je suis d'abord un économiste, donc ça n'a pas grand-chose à voir avec la ville. Mais dans toute ma carrière, j'ai beaucoup travaillé sur les villes et je suis surtout ce qu'on appelle un marcheur urbain. C'est-à-dire, voilà, je ne prends très rarement les transports en commun. Je me promène à pied à travers les villes et c'est comme ça que j'aime ressentir les villes. Alors, l'explication peut-être pour Berlin, elle est double. D'abord, quand tu as 18 ans, vous arrivez à Berlin et passez à l'Est, ça remonte dans les années 70, hein, fin des années 70, ça vous marque pour toute une vie et ce paysage m'a marqué, cet environnement m'a marqué, ce sentiment m'a marqué. Euh, et il continue à me marquer puisque Berlin, je trouve, c'est la ville de l'espace. Sans jeu de mots par rapport à ce que je fais aujourd'hui, puisque je travaille dans le domaine spatial, mais l'espace parce qu'il y a beaucoup de place. Et j'allais dire, c'est une ville du stress, c'est une ville de la vitesse, comme disait Dublin, hein, Berlin is Benzin, mais c'est surtout une ville où on a l'impression d'avoir de l'espace et du temps. C'est peut-être un sentiment assez étrange par rapport à une ville comme une grande ville, une métropole. À Paris, on a toujours l'impression d'être emporté par le vent, par le souffle. La même chose à Rome ou à Londres ou à New York. À Berlin, malgré la vitesse, malgré la ville, malgré le stress de la ville, on a l'impression qu'on a de l'espace, beaucoup d'espace pour se promener et surtout beaucoup de temps. Donc, il y a une sorte de flair, de feeling à Berlin qui est différent. Et le deuxième élément qui m'a fait travailler sur Berlin, c'est que j'ai longtemps travaillé sur les gares dans ma carrière. Je travaillais sur la plupart des gares européennes, les gares à grande vitesse, à Londres, à Francfort, à Munich, à Paris, à Lyon, à Valence. Et donc, j'allais dire, ces gares-là, pour moi, sont l'endroit où la ville se regarde, où la ville est concentrée. Il y a tout le monde, il y a toutes les personnes. Vous savez, le président de la République avait dit les gens de rien y vont, qui avait été un mot excessivement catastrophique. Mais il y a toutes les populations qui viennent, il y a tous les gens qui viennent, il y a tous les environnements. Et ce qui est frappant, c'est que, j'allais dire, la gare, c'est non seulement un endroit où on se croise, mais contrairement à ce qu'on imagine, c'est un endroit où on reste. On reste, on se promène, on fait des achats et aussi on regarde. Et donc, c'est un endroit spécifique de la ville où la ville se concentre et se regarde. Et c'est pour ça que j'allais dire, quand je regardais Berlin, il y avait une gare qui me semblait, j'allais dire, le symbole de cette ville, le symbole de ce temps qui passe, le symbole de cette pérennité aussi. C'était la gare de Friedrichstraße, gare impériale, gare qui relie le quartier juif au quartier protestant, gare sur la rue des Plaisirs, gare sur la rue des cinémas, puisque la plupart des sites de production avaient leurs sièges sociaux sur la Friedrichstraße.
Donc, il y a une sorte de symbole, de concentré. J'avais parlé, quand on s'était parlé dernièrement du point vélique. Mais ne dites pas tout, hein. Ne dites pas tout de suite, Ouais, Gilles. d'accord. Et donc, c'est vraiment un concentré. Donc, c'est pour ça. J'adore les villes, je marche dans la ville, je me sens bien à Berlin, je sens respirer à Berlin. Et le train, c'est vraiment un endroit, la gare, c'est vraiment le symbole peut-être de ce qu'est la ville aujourd'hui. D'accord, un grand merci. Ben, on va passer à Yana dans cette introduction d'abord qui était destinée à vous relier tous les trois. Carlos est notre directeur scientifique et le cofondateur de la chaire ETI nous a rejoint. Yana, vous avez aussi, vous, un rapport particulier à Berlin. Donc, vous êtes docteur en architecture et en urbanisme. Vous êtes passionné par les villes aussi. On est très heureux de vous avoir ce matin. Et vous êtes, comme Gilles, auteur et vous publiez beaucoup de livres et de contenu. Donc, parlez-nous un peu, très rapidement, puisque c'est une introduction, de votre rapport à la ville de Berlin. Merci Catherine et merci à la chaire ETI de m'avoir invité. C'est un grand honneur et c'est un plaisir avec cette occasion de ce beau livre qui s'appelle Berlin, ein Bahnhof, une gare. Déjà ça fait, bravo pour ce titre Gilles, le caractère de la Prusse et de la ville de Berlin qui quand même est la métropole que les rois de Prusse et l'impérateur après va créer. C'est un peuple de chercheurs et des explorateurs. Donc, que ce soit une gare qui fait, ou des gares qui font centre de cette ville, c'est assez pertinent. J'ai salué cette nouvelle rencontre avec une tête éclairée française. Moi, je suis de famille huguenote, donc vous souvenez beaucoup mieux, les Français que les Allemands, qu'il y a une grande population huguenote protestante qui doit fuir de la France à la fin du XVIIe siècle et qui va arriver à des grandes villes allemandes parce que c'est des villes, par exemple Berlin, mais aussi Magdebourg ou Hambourg ou Cologne, qui accueillent beaucoup de diversité des populations, des religions, des ethnies. Nous, on est arrivés à Berlin, ça fait 500 ans, voilà, ça fait quand même un moment, mais cette tradition de familiarité et de respect et de même amour avec la France est restée présente, pas seulement dans ma famille, mais dans toute une partie de population, soit de Berlin, mais aussi allemande en général. Ma grand-mère disait, souviens-toi toujours, Kindchen, hein, ma fille, ma belle-fille, souviens-toi toujours que c'est à Berlin, à Gendarmenmarkt, où elle habitait, que le temple allemand est construit à côté du temple français. Il n'y a aucune ville au monde où cette relation des temps, des grands temps, des Lumières, est manifeste comme au Gendarmenmarkt. Et c'est une parallélisme que s'est créé un échange entre la philosophie, les sciences, toutes les découvertes du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle sont faites entre l'Allemagne et la France. Il n'y a pas deux pays européens qui soient si liés dans tellement d'échanges, et soit scientifiques, soit humaines, soit sociales, soit politiques même, que ces deux pays-là. Donc, entre Berlin et Paris, où maintenant j'ai la chance de enseigner comme professeur d'architecture et d'urbanisme, c'est un grand lien. Moi, j'ai jamais habité à Berlin. Je suis née dans l'exil. Après la guerre, on était dans la résistance, mes deux familles. Donc, je suis née à Constance, dans le sud de l'Allemagne. Et on disait en famille, c'est l'exil, parce qu'on ne comprenait même pas le dialecte. Hein. L'Allemagne, c'est un peu comme France. On a beaucoup de langues dans le grand territoire allemand. Donc, merci de cette invitation et merci pour le plaisir, Gilles, de pouvoir te lire. Et on va en parler, bien sûr, dans la suite. Merci, Catherine. Merci Yana. Donc après un explorateur français comme il se définit, une chercheuse exilée mais très proche de la Prusse et de l'Allemagne évidemment, on passe à un citoyen du monde qui a posé ses valises chez nous en France. On est très, très chanceux et à Paris notamment. Mais Carlos, tu as toi aussi une histoire un peu particulière avec cette ville de Berlin.
Oui, bien sûr. Déjà, bonjour Jana, bonjour Gilles. Désolé pour mon retard. J'ai un Zoom un peu particulier et ça a été un peu la galère pour me connecter. Mais j'ai pas perdu une miette parce que j'étais connecté sur YouTube, donc j'ai tout écouté depuis le début. Et voilà, donc je suis très heureux d'être ensemble. Et effectivement, merci Gilles pour ton livre que j'ai dévoré. Et c'est toujours très, très, très plaisant donc, de lire donc, ces récits fluides d'une ville aussi attachante comme Berlin. J'ai une histoire également avec Berlin, comme je pense beaucoup de monde, puisque j'ai connu Berlin donc, quand c'était et dans le cadre de l'Alliance de l'Est et l'Alliance de l'Ouest, j'ai connu les murs, les quartiers donc, et leur séparation. J'ai connu les quartiers des Kreuzberg, donc à l'époque, qui était un haut lieu de la contestation. Donc, j'avais 21, 22 ans. Et donc, aujourd'hui, j'ai 62, donc ça bientôt. Donc, ça a fait 41 ans. Et j'ai vécu des moments absolument exceptionnels puisque j'ai vécu la chute du mur dès que ça a commencé un peu à bouger. J'étais jeune et fougueux également. Donc, dès que ça a commencé à bouger, je suis parti à Berlin et j'ai été là en novembre 89. Donc, au moment où la chute du mur s'est produite, je me souviens être passé à Berlin-Est par Checkpoint Charlie et d'être revenu à ce qu'on appelait Berlin-Ouest par un trou dans le mur, tout simplement, donc, où les gens passaient avec leurs sacs en plastique. Il y avait toute cette espèce de déglinguement. Donc, j'étais avec mon fils qui aujourd'hui a 37 ans. Donc, il était tout petit, il avait 6-7 ans. Il était avec son poncho latino-américain et son bonnet péruvien. Donc, on était au-dessus du mur. Il y avait les soldats qui portaient encore l'espèce de chapka avec l'étoile rouge. Voilà, c'était des moments assez marquants pour moi. Et tous les retours par la suite, c'est des retours d'une ville qui s'est reconstruite, qui s'est réunifie, les traces de murs qui se perdent peu à peu, pas uniquement physiquement, mais également dans un mode de vie qui change. Donc, je pense que les quartiers de Kreuzberg que j'ai revisité est loin d'être ce qui a été à l'époque, parce qu'on est on est passé à autre chose, voilà. Mais je disais quand on a évoqué ceci ensemble, donc c'était une période de notre histoire, parce qu'on en parlera peut-être tout à l'heure. Je connais Prague dans des conditions relativement semblables. Mais Berlin, c'est assez unique. Et je crois que tu l'as dit dans ton livre, Gilles, comme New York. Donc, ce sont des villes qui sont un peu en dehors de l'espace et du temps par ces mélanges extrêmement importants. J'ai le souvenir, je suis allé en voiture à Berlin lors de la chute des murs. J'ai le souvenir d'avoir pris l'autoroute donc depuis Paris. Et quand on approchait, il y avait les miradors en fait à droite et à gauche parce que c'était une enclave. Donc il fallait traverser. Et avec l'autoroute, on n'avait pas le droit de s'arrêter. Et donc, cette espèce de paysage totalement désolant où on sentait qu'il y avait une coupure de monde avec l'autoroute, les miradors, tous ces systèmes de défense. Et quand on arrivait à Berlin, après avoir traversé ces Nomasland, c'était un autre monde complètement différent. Il y avait une espèce de renaissance de la vie, une espèce de fabrique des émotions, comme je disais à l'époque. Berlin, pour moi, c'était une fabrique des émotions de toutes sortes. Et pour moi, jeune Colombien perdu un peu dans des univers multiculturels, et c'était un choc également très, très, très fort. Donc, et découvrir le côté morne des Berlin-Est avec ces lumières jaunes, ces restaurants très silencieux où il y avait vraiment très peu de vie, on va dire, spontanée. C'était difficile. Bref, et toutes ces petites astuces du marché au noir, voilà, pour échanger quelques marques et autres. Voilà, ça renvoyait à une espèce de miroir et que je pense aujourd'hui,
on l'a perdu en fait. Je pense que ça s'efface dans le temps, ce type de souvenirs. Et je me demande, ces nouvelles générations, j'ai beaucoup d'amis allemands, dont leurs enfants, donc maintenant adolescents, ça ne leur dit rien. Donc ça reste, je me demande si ça ne devient pas une histoire de vieux ronchons, voilà, donc, qui ont vécu ça et qui et finalement, voilà, ça retrouve plus un ancien combattant avec une fabrique des émotions qui a changé parce que c'est un autre Berlin qui existe. Donc, voilà, donc ça m'a plongé, ton livre, Gilles, dans des souvenirs extraordinaires de tous ces moments vécus là-bas. Merci Carlos. Ben, effectivement, c'est un excellent trait d'union avec le sujet dont on voulait parler maintenant, qui est qu'effectivement le livre de Gilles fait ce trait d'union entre l'histoire de Berlin et vous parlez, Gilles, dans votre livre de Berlin comme laboratoire de la modernité. C'est une ville qui a toujours été très moderne à chaque étape. Parlez-nous un peu de ce laboratoire de la modernité et de la place peut-être qu'occupe Berlin aujourd'hui dans le cœur des Allemands et dans le cœur des citoyens du monde. En effet, la modernité, c'est là qu'il y a eu le premier feu sur la Potsdamer Platz, le premier feu pour les voitures, pour régler les voitures. Donc, on a cette modernité, on a c'est-à-dire cette vitesse, on a cette culture, comme disait Johanna. C'est une ville qui respire la culture et c'est une ville qui est, comme disait Carlos, qui n'est pas allemande, comme New York n'est pas américain. Berlin n'est pas allemand par les couleurs. Il y a toutes les races, toutes les religions à Berlin. C'est assez rare en Allemagne. On parle de Constance, je croise rarement des femmes voilées à Constance, très rarement. Mais je croise des femmes voilées, je croise toutes les couleurs, j'allais dire toutes les religions à Berlin. J'allais dire, et je croise aussi toutes les capacités d'intégration. Alors, en difficulté, hein, il y a des quartiers, on parlait de Kreuzberg, parlons de Marzahn, il y a des quartiers qui sont en difficulté, mais j'allais dire, il y a cette capacité, j'allais dire, c'est comme si Berlin est une gare, mais c'est comme si Berlin aussi était un port. Le port, P-O-R-T, et la gare, c'est l'endroit où les gens se rencontrent, les gens se mélangent. Et j'allais dire, on a l'impression que Berlin est une gare, est un port, c'est-à-dire un endroit où tout le monde se mélange. Et c'est une modernité extraordinaire. C'est-à-dire qu'on sait bien, enfin, je pense qu'on est tous convaincus que la modernité, ça sera le mélange. Et c'est ça qui portera les valeurs modernes. Et donc, cette capacité qu'a Berlin à intégrer, à regarder, c'est un côté excessivement moderne. Alors, à ce côté très moderne, très ambitieux, très en avance, correspond, c'est vrai, Carlos en a parlé, aussi, le côté nostalgique. C'est une ville de la nostalgie. C'est-à-dire, on projette chacun son Berlin de l'enfance, son Berlin de ses ancêtres, son Berlin de son premier passage à travers le mur, de son premier passage à Friedrichstrasse. Donc, on a cette mélange de modernité et de nostalgie, parce que Berlin, c'est une ville moderne au sens où récente. La capitale de l'Allemagne, c'est 200 ans, 300 ans. C'est très, très récent par rapport à la France et par rapport à Paris, qui est pratiquement 18-19 siècles de capitale. Et Berlin, c'est complètement différent. C'est une ville récente et qui a su donc à la fois être moderne et se projeter, mais encore une fois, avec cette nostalgie assez importante. La nostalgie, j'allais dire, c'est les années 20. On parle beaucoup des années 20 à Berlin, mais j'allais dire, s'il y a un moment où, j'allais dire, il y a eu un frais d'équilibre entre la modernité et puis les deux guerres qui ont été des guerres dévastatrices pour l'Europe, c'est bien à Berlin que ça s'est joué. C'est bien en 1920 à Berlin que ça s'est joué. C'est bien cet endroit, la Friedrichstrasse, qui était la rue des plaisirs, qui était une rue assez étonnante, Friedrichstrasse, puisqu'au nord, vous aviez les casernes. Vous êtes à Berlin, forcément, il y a des casernes. Donc, au nord, il y avait un régiment d'artillerie sur la Friedrichstrasse. Ensuite, il y avait un des premiers centres commerciaux, Friedrichstrasse Passage. Ensuite, il y avait la gare et j'allais dire, le projet d'un des grands urbanistes que Johanna connaît bien, c'est Mies van Roo, qui avait un projet de gratte-ciel
à côté de la gare de Friedrichstraße. Le premier gratte-ciel à Berlin devait être construit là. Ensuite, vous aviez les plus grands hôtels et les plus grands j'allais dire, salles de concert et de spectacle. On connaît l'Admiral Palace, on connaît très très bien le film de cabaret où on se retrouve. Et ensuite, vous décliniez vers aussi, j'allais dire, le côté urbain de Berlin, qui était naturellement non seulement les hôtels, mais aussi ce qu'on appelait les lupanars, les bordels, parce que c'était une ville de plaisir, c'était une ville, etc. Donc, cet endroit-là, cette nostalgie qu'on retrouve, elle est toujours présente. Elle est toujours présente chez nous. Et comme dit Carlos, c'est peut-être aussi la nostalgie des étrangers par rapport à Berlin. Parce que quand on rencontre des jeunes, enfin des jeunes, ouais, parce que moi j'ai 60 ans, Carlos, donc tu vois, quand on rencontre des jeunes, donc qui ont 20 ans, 18, 20 ans, 25 ans, 30 ans, ils n'ont pas cette nostalgie, ils ont perdu la parole des pierres. Les pierres ne leur parlent plus comme elles nous parlent à nous. Exactement. Et j'allais dire, c'est ça ce mélange qui est intéressant, c'est que on a tous notre Berlin, on a tous notre histoire, et cette modernité de Berlin qui se construit dans le pire et le meilleur. L'architecture de la Potsdamer Platz, je ne suis pas sûr que ce soit la plus belle architecture qu'on ait pu inventer. Mais j'allais dire, je suis toujours extraordinairement surpris quand je me promène sur l'Alexanderplatz. C'est encore une place que je n'arrive pas à comprendre. Architecturalement, au niveau des axes de circulation, il y a 40 ans que je vais à Berlin et à chaque fois, entre les bâtiments de Van Behrens et la tour de télévision et la Frankfurter Allee, il y a toujours un moment où je me perds. Je ne sais plus comment trouver le bon chemin. Et ça, c'est extraordinaire. Voilà. Et donc, ça, c'est aussi ça, Berlin. Et je terminerai par un endroit qui m'a énormément surpris aussi, qui est pas loin de la gare de Friedrichstraße, qui est la synagogue d'Oriano-Bogenstraße, une magnifique synagogue qui a été brûlée pendant la guerre. Et j'allais dire, moi, ce qui m'a frappé, c'est que cette synagogue, on a longtemps cru qu'elle avait été incendiée pendant la nuit de cristal. Et quand vous vous promenez le long de cette synagogue, sur la rue de Oranienburg, il y a une petite plaque qui est dédiée à un policier qui a empêché les nazis de rentrer et de brûler dans les années 30 la synagogue. Alors, on se dit, quel héros, quel extraordinairement courage de se porter au devant des nazis pour empêcher l'incendie de la synagogue. Et quand on l'a interrogé dans les années après la guerre, il a répondu quelque chose de très, très berlinois et très, très prussien. Il ne voulait pas défendre la synagogue, mais le monument était classé. Donc, il était interdit d'abîmer des monuments classés à Berlin. Je trouve que ça résume aussi bien ce côté berlinois, à la fois très emporté, très moderne, mais il y a des moments où le bâtiment est classé, il faut le respecter. Donc voilà, c'est ce melting pot. Voilà. Je pense que Berlin, c'est un melting pot allemand. C'est original, parce qu'il y a peu d'endroits où le melting pot allemand existe. Et donc, c'est pour ça que ça nous plaît, je pense tous. C'est que voilà, on rencontre tout le monde à Berlin. Merci Gilles. Alors, effectivement, Yana, vous aussi, vous avez eu des coups de cœur pour certaines villes dans le monde. Et cette notion de modernité, de villes dans lesquelles on trouve des bribes, et c'est aussi votre métier qui vous a conduit à regarder ça un peu de près. Parlez-nous alors de vos villes de cœur et des autres villes que vous voyez comme emblématiques par rapport à la construction de notre inconscient collectif sur ce que c'est qu'une ville idéale. Bon, restons un moment sur Berlin, parce que c'est quand même ça le sujet. Hein. Et moi, c'est mon rôle théoricienne de l'architecture et de l'urbanisme que je suis. Je reprends la parole de Gilles, qui est ce qui lui frappe à Berlin. Maintenant, indépendamment de quelle période, de période sauvage où Berlin était une île, et vous vous souvenez tous de cette ouverture culturelle et sociale, mais c'est quand même un État exceptionnel. Berlin est une île soutenue par l'Allemagne de l'Ouest et apprend un système social et politique
des dépendances, ce qui n'est pas du tout son caractère. Et elle fatigue encore aujourd'hui de reprendre sa grande responsabilité territoriale, politique, sociale et économique. Elle fait ses slogans, Berlin est chic parce qu'elle est pauvre, mais c'est pas drôle. Hein. Une ville doit être autonome en énergie, en écologie, en économie, Gilles, l'économiste, mais aussi en rapport, en mixité sociale. Et cette mixité sociale entre les Allemands et les Allemands, très bien qu'il y a beaucoup de nationalités d'autres, mais entre les Allemands et les Allemands, ça reste quand même encore à résoudre. Hein. L'Allemagne réunie n'est pas encore vraiment réunie. Et Berlin est resté avec ce statut un peu d'être toujours dépendant de quelqu'un d'autre, de l'industrie d'ailleurs. Et ça, c'est pas un bon statut. Ça c'est pour dire entre l'Allemagne dès la modernité des années 20, qui était vraiment la ville modèle. Je vais vous faire toute une petite histoire. Gilles, il dit que l'espace lui frappe. Et c'est l'espace et la lenteur qui font la qualité urbaine de vie ensemble. Si ça, c'est un village ou si ça, c'est une grande ville, ça ne change pas du tout. Max Weber disait, c'est pas la dimension, c'est pas la densité, c'est la mixité sociale qui fait la qualité du vie ensemble. Si on est en haute montagne ou dans la mégapole, ça change pas grand-chose. Donc cet espace et cette lenteur, je pense que Berlin a gardé, malgré les interventions urbanistiques terribles des dernières 30 années, hein, on ne peut pas faire pire qu'avec la réunification, mais bon, génération de nos collègues, non, Carlos, de notre génération, il faut voilà, ouvrir ce débat. Mais comme j'aime dire avec Jan Gehl, avec lequel je travaille beaucoup en Suède et en Danemark les dernières 20 ans, d'abord la vie, après l'espace et seulement après les bâtiments. À Berlin, on a plongé, on a jeté des bâtiments de n'importe quelle qualité. On peut discuter sur des questions de goût ou de technicité ou d'écologie, mais on a fait une collection de bâtiments. On n'a plus pensé à l'espace, on n'a plus pensé à la vie humaine, au rythme humain et surtout à cette spatialité, comme Gilles dit, que Berlin a toujours offert. C'était aussi une ville projetée, revenons un peu, faisons une petite deux centenaires de cette ville. La ville de Berlin, en 1800, c'est des villages, c'est des kiez. C'est pas une ville, c'est plusieurs villages, comme dans la campagne, qui vont croître ensemble grâce à un royaume militaire qui crée une ville à mesure des parades militaires. C'est pour ça que tous les avenues sont de 6 voies, de 8 voies, de 10 voies. Seulement en Buenos Aires, non, Carlos, on a l'avenida de Julio, qui est de 15 voies automobilistiques. Mais à Berlin, c'était pensé à la mesure de la cavalerie. Elle devait se promener, elle devait défiler. C'est un peu comme notre défilé du 14 juillet, qui encore la France fête avec grand orgueil. Inimaginable en Allemagne, après Hitler, de faire une certaine espèce d'auto-démonstration. Je le regrette beaucoup parce que c'était un petit Autrichien qui nous a enlevé tout l'orgueil de notre histoire. Mais bon, c'est comme ça l'histoire. Mais cette Berlin, elle a ses espaces. Et même les petits kiez, les petits villages, les cœurs de ville, les petits cœurs de village, Charlottenburg, ils ont cette mesure humaine. Donc ça, je pense que la ville du 800 de Berlin, elle souffre après du période, bien sûr, de l'industrialisation, comme toutes les villes européennes. De l'Angleterre, ça descend dans tout le continent. Et maintenant, il y a trois choses qui se manifestent entre 1800 et 1900. Trois choses qu'on a vécues dans les dernières 5 ans, tous en Europe, comme au même rythme. C'est assez étonnant. Il y avait une migration de masse des néo-ouvriers qui maintenant vont travailler dans les nouvelles industries, dans tous les territoires allemands, français, du Rhin, bien sûr. C'est des ex-agriculteurs. Comment faire une ville à mesure des gens qui viennent
de la campagne, du vert, des forêts, des grands champs, des grands fleuves. Donc, ça devient un des grands atouts, un des grands problèmes qu'il faut résoudre. Il y a la Grande Guerre qui va se présenter, qui va dévaster les territoires, donc toute l'Europe, où elle prend place, le paysage et la géographie sont détruits, aussi les infrastructures pendant 30 ans, et il y a la grippe espagnole. On vit, après 100 ans, pratiquement les mêmes événements tragiques d'une histoire de ça fait 100 ans. Et c'est pour ça qu'à Berlin, et avec des grands personnages comme, je le dis aux étudiants, Martin Wagner, premier directeur de ville ou d'urbanisme de la ville de Berlin, et Bruno Taut, son ami et architecte, qui va développer les idées théoriques que Martin Wagner recherche pour la ville verte de Berlin. Ils vont prendre Berlin comme leur laboratoire exemplaire de la ville réformiste. Peut-être l'appeler moderne, eux, ils n'ont pas appelé moderne, ils l'ont appelé la ville écologique. Imaginons, ça fait 100 ans, on avait le mot écologique, interdisciplinaire comme nous sommes, les chercheurs et les explorateurs. La ville réformiste faisait 3 choses. Elle cherchait d'être écologique, donc un vert utilisé activement, plus de décor, mais une vert actif, des centres de sport, des Volksparks, des centres de gymnastique à l'air ouvert, le soleil, le vent, toutes les forces naturelles entrent en ville. C'est pour faire vivre bien les gens qui viennent de l'extérieur et qui sont des agriculteurs normalement dans la grande ville. Elle est inclusive parce que cette mixité sociale cherche de remplir les fissures urbaines. On ne fait pas la ville de la banlieue comme on fait très peu des années après en France, en Angleterre, où on pousse les nouvelles populations à l'extérieur de la ville. On cherche de les garder à l'intérieur de la ville, dans les fissures, dans les interstices, dans les vides urbains. Donc les siedlungen vont se construire insérés dans ces interstices. Et avec les siedlungen, bien sûr, vont aussi les grandes halles, parce que maintenant la ville a besoin des gares, des foires, des centres d'exposition, des centres d'art, des centres de théâtre, le théâtre expérimental qui se développe dans ce moment. Les centres des films, la nouvelle technique artistique, c'est le film et la photographie. Le Bauhaus, bien sûr, devient aussi à nouveau le petit atelier d'exploration, de mettre tout ça à une échelle industrielle. Donc, je pense que ces grandes halles, et c'est pour ça que Gilles trouve exactement le point avec ces gares, les grandes halles qui sont aussi des nouvelles inventions architecturales, parce qu'il faut trouver une nouvelle structure pour construire ces halles. On invente le verre à grande dimension, on invente le fer, la construction légère et flexible. Je pense que ça, les siedlungen, les grands ensembles qui sont toujours mixtes, c'est pas seulement résidentiel pour les ouvriers, c'est résidentiel, productif, commercial, et ces grands halls, ils font catalysateurs de la démocratie. Et ça sont 3 aspects. Je pense que Berlin, comme aussi d'autres villes, Francfort, Hambourg, Cologne, Magdebourg, il met en place, mais c'est pas seulement de la théorie, ils la construisent vraiment, cette ville. Et ça me semble encore aujourd'hui un modèle exceptionnel, même si après, avec 1933, et tout ça, Carlos, c'est aussi documenté en 1931 au CIAM de Zurich avec Gideon Gropius et Laszlo Moholy-Nagy. Et c'est une liste de 6 points. C'est si simple. Et après, on l'oublie, on la ferme, cette liste. Et en 1933, Le Corbusier pose ses doctrines au CIAM d'Athènes et on ferme toute une discussion qui était déjà, pas seulement discutée, mais elle était déjà construite, elle était déjà mise en expériment. Parce qu'il y a la venue au pouvoir d'Adolf Hitler en 1933, au janvier, et tous ces penseurs, constructeurs, innovateurs de la ville d'aujourd'hui et de demain vont en exil. Et s'ils ne vont pas en exil, ils vont
rester là et mourir tragiquement. Donc ça, c'est une partie de notre histoire qui, chaque fois, fait beaucoup de peine. Mais je pense que de cette petite modèle, atelier modèle de la ville écologique de alors, hier, aujourd'hui, d'aujourd'hui et demain, j'espère, avec Carlos de demain, était déjà présente à Berlin. Et les deux grands facteurs, le regard de l'espace et cette ville de lenteur. Et là, je suis d'accord aussi avec Gilles. Moi, j'ai vécu dans des villes de grande vitesse, Buenos Aires et New York et Milan. Et après, maintenant je vis à Venise et je peux faire l'équilibre, je peux mesurer la lenteur comme catalyseur de toute inclusion sociale, de tout contact, de tout dialogue, de toute rencontre. Je pense que ça, c'est la recette pour demain. Et si on est arrivé à tranquilliser des centres extrêmement de vitesse de New York avec des très simples modifications seulement du transport et des flux, ça fait espoir. Avec Yangel, on a mesuré la lenteur, ça veut dire la vitesse de mouvement dans une ville. Et Venise gagne le prix global, bien sûr, et Shanghai, c'est la grande perte. Même si beaucoup de gens pensent que Shanghai, c'est la ville plus avancée ou plus progressiste du monde. Donc ça, c'est, je pense, une belle réflexion pour nos étudiants et pour nos collègues à poser. Donc, je pense qu'entre Berlin, Catherine et Venise, c'est ces deux villes de ma vie qui me font réfléchir. Merci beaucoup, Yana. On va revenir à ces villes qui vous ont touché. Carlos, si on reste encore un peu du coup à Berlin, Gilles nous a envoyé quelques photos. Tu as lu son livre. Qu'est-ce que tu gardes? Et là, par exemple, c'est l'une des premières images du livre, Gilles. Hein. Vous nous direz pourquoi vous avez choisi cette sélection. Mais qu'est-ce qui t'a surpris? Qu'est-ce que tu as appris dans le livre de Gilles avant qu'on reparte sur la comparaison avec d'autres villes emblématiques? Il y en a, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de souvenirs qui me sont remontés. J'ai parlé tout à l'heure de Berlin comme une fabrique d'émotions. Et donc, ça m'est ramené. Gilles, tu mets la photo, il y a le diagramme de ces liaisons ferroviaires pour reprendre ce que disait Jana par rapport au titre du livre, et les réseaux en tête des chiens et les réseaux de champignons. Et quand on regarde cette notion d'émotions qui sont reliées aussi à une découverte de la ville après la réunification. Et ça m'a ramené, Gilles, donc, quand tu le disais, par exemple, cette notion de l'espace-temps, les réseaux ferroviaires qui fait la, comment il s'appelle, la ceinture. Donc, aujourd'hui, ces réseaux, en fait, il était coupé avec la division, donc avec l'Allemagne de l'Est, puisque c'est un réseau ferroviaire qui faisait le tour, il était coupé. Et après donc, la réunification en 89, il a mis donc 10 ans pour pouvoir réapparaître. Donc je pense que ça remonte aux années 2000 que le réseau ferroviaire donc, de la ceinture existe. Et c'est une ville dans laquelle tu montes pour faire le tour de Berlin avec ces réseaux ferroviaires, tu mets exactement 1 heure pour faire le tour. Je trouvais ça comme un des éléments de cette renaissance. Moi, j'ai toujours été, au niveau des émotions, très, très touché quand on avait les métros coupés par cette espèce de mur, donc le tunnel. Il était vraiment coupé. On ne pouvait pas continuer. Mais on savait que de l'autre côté, il y avait de la vie, que de l'autre côté, il y avait d'autres personnes, que de l'autre côté, il y avait d'autres sentiments, d'autres envies. Dans ma famille, donc j'ai un chanteur très connu aujourd'hui en Allemagne, et qui, en fait, pas un chanteur, un musicien d'électro, qui lui est berlinois. Et il était de l'autre côté. Donc, il est marié aujourd'hui avec ma nièce. Et il était de l'autre côté et il écoutait la musique en captant, comme beaucoup de jeunes le faisaient à l'époque.
et il avait pris à main l'électro. Et donc, son rêve, c'était de faire l'électro, mais il ne pouvait pas le faire donc, à Berlin. Il était de l'autre côté de ces murs-là. Et quand j'étais à Berlin, par rapport à ces métros qui avaient cette impuissance, on ne pouvait plus continuer plus loin. Les métros, ils s'arrêtaient là. Et je trouve qu'au niveau de l'émotion, quand cette ligne réapparue en 2002, donc ça m'a ramené, puisque tu as mis ton dessin de la tête des chiens et des champignons. Et je crois que les champignons ne durent pas fini. Mais par contre, l'ouverture de la ceinture, elle existe. 2002, on est en 2021, ça fait 20 ans qu'on peut faire ces circuits. Aujourd'hui, les touristes qui arrivent, ils peuvent le faire. On met 1 heure et on fait le tour. Mais je pense qu'on ne peut pas ressentir la même émotion de faire ce tour que quand on avait été confrontés, on n'est pas pouvoir continuer dans les métros parce qu'il fallait descendre, parce que tout simplement, c'était là. Et donc, ces émotions-là ont pour moi, aujourd'hui, un miroir, tu le disais, d'une vie multiculturelle, le festival des cultures. Donc, le festival des cultures, c'est les carnavals des cultures. Je crois que ce n'est pas le festival, c'est le carnaval des cultures. C'est un peu comme Nottingham Hall. Donc, cette espèce de mouvement, des meeting pots absolument géants. C'est absolument exubérant. Et donc, quand on compare, quand je me voyais moi, Alexanderplatz, en train de traficoter mes petites marques pour essayer de faire une course en Brabant pour qu'il m'amène quelque part. Et qu'on voit maintenant ces festivals. Les Saint-Christophe Day, donc c'est les plus grands festivals au monde. Donc tu en parles beaucoup dans ton livre également, les clubbing, cette espèce de mœurs qui étaient déjà très libres. Mais libre d'un côté, parce que de l'autre côté, c'était quand même la chape de plomb qui tombait. Et quand on voit donc aujourd'hui cette émotion. Et j'ai aussi beaucoup d'affect pour les villes où il y a de l'eau. Et j'ai toujours beaucoup aimé ces Berlin avec ses canaux, avec de l'eau, avec des sprays qui irriguent la ville, avec cette espèce de zones vertes où on pouvait se prélasser. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut les parcourir parce qu'il y a des lignes de ferry qui permettent de les parcourir. Et c'est là où je dis que Berlin ne laisse personne indifférent, en quelque sorte. Parce que soit on a des souvenirs, comme c'est mon cas, en tout cas ma génération, qui avons été soumis à des tels contrastes, soit des nouvelles générations que non pas, mais je me dis qu'il y a tellement des appels aux souvenirs, donc tu mettais les photos, effectivement, des sculptures, il y a tellement des appels aux souvenirs, les mémorials, il y a encore les statues de Karl Marx, elle est toujours présente. Quand j'y vais, j'ai une tradition de me prendre toujours en photo devant les statues qui est juste dans l'allée des Tilleuls. Donc, en fait, on a toujours de quoi tirer un fil de mémoire, même si on n'a plus la mémoire de Berlin. Il y a toujours une manière de les fouiller pour essayer de la rencontrer. Et avec Jana, on est toujours très en phase sur cette notion d'espace-temps, d'écologie, et c'est vrai que moi, ça m'a fait un peu de la peine, cette reconstruction, quand il y a eu tous ces bâtiments qui ont poussé, même très modernes, ces bâtiments de Sony, cette espèce de centres immenses, des hautes technologies qui attirent des jeunes, etc. Moi, ça m'a fait de la peine donc, de voir cette espèce de bâtiments qui, de mon point de vue, pour moi, ils n'ont pas d'humanité. Donc, et c'est des espèces de bâtiments très beaux qui viennent absorber l'énergie des jeunes pour les mettre devant des espèces de rayons énormes, des jeux, de vidéos. Et pour moi, ce n'est pas mon Berlin, mais ça fait partie de Berlin, comme d'autres lieux. J'ai toujours de la nostalgie en allant à Kreuzberg, parce que je me souviens de ces soirées enfumées dans tous les sens du terme, c'est le cas de le dire, et intellectuellement et physiquement, cette espèce de mouvement, cette espèce de musique alternative, cette espèce d'envie d'aller tout péter. D'ailleurs, c'était vraiment dans l'essence physique du terme, et qu'aujourd'hui, peu à peu, c'est gentrifié aussi, donc c'est calme, mais qui est soumis quand même toujours à des mouvements de contestation. Il y a une espèce de
d'énergie qui, je pense, reste très forte, très créatrice. En tout cas, quand on compare avec Francfort, bon, je trouve que Berlin garde cette espèce d'âme rebelle, en quelque sorte, d'une rébellion qui peut prendre des formes très diverses, hein, parce que voilà, ça c'est les rings, voilà. Donc 60 minutes. Ah oui, tu as mis les champignons également, voilà. Donc 60 minutes exactes, je trouve ça sympathique, voilà. Mais cette image-là est une histoire à lecture variable, parce qu'il faut juste imaginer qu'il y avait une coupure nette et que donc c'est Berlin qu'on parcourt aujourd'hui en 60 minutes. Autrefois, c'était des minutes d'éternité qui étaient figées vraiment sans. Et pour le faire changer, c'était à l'époque difficile à le penser, mais finalement en 89, ça s'est produit. Voilà, c'est quelques images qui me reviennent à l'esprit, mais plus je parle, plus ça s'amoncelle dans ma mémoire et voilà, j'avais bien intarissable, donc il faut que je me taise. Très bien, merci. Eh ben, Gilles, je vais vous demander de les commenter, ces photos pour nous. Vous nous les avez envoyées. Donc celle-là, voilà. Donc cette photo-là, qu'est-ce qu'elle évoque rapidement? Elle est en début de votre livre et elle est symbolique. Elle est symbolique parce que, bon, c'est vrai que Berlin, c'est les années 20, mais c'est surtout, c'est aussi l'outre-traumatisme, c'est la mise en abîme du nazisme. Et j'allais dire, là, juste cette image-là, elle est fabuleuse parce que donc, ces deux groupes d'enfants, un, vous avez vu, ceux qu'on a en face de nous, là, le garçon solide avec sa valise solide et la jeune fille avec sa poupée, qui partent vers la vie puisque c'est les enfants qui ont été j'allais dire, on a permis de partir de Berlin vers Londres dans les années 30 pour pouvoir échapper au nazisme. Et l'autre côté, vous voyez, on voit 4 groupes d'enfants avec des valises défaites. Bah, c'est les enfants qui iront vers les camps de concentration. Voilà, c'est ça aussi le train. C'était ça aussi la gare. C'était ça aussi l'endroit où on partait vers les camps de concentration et on partait aussi vers la vie. Train vers la vie, train vers la mort, c'est ça le nom de ce statut. Donc c'est à la fois qui rappelle toujours, et Berlin rappelle aussi toujours l'abîme des années 30, de 33 à 45. On ne peut pas non plus se promener à Berlin sans y penser et sans avoir dans un lieu, y compris les traces de balles. Il y a encore des traces de balles sur les monuments. Et j'allais dire, il faut visiter les caves du Reichstag, qui est le Parlement allemand. Dans les caves du Reichstag, il y a des dessins à la craie qui ont été conservés. Ces dessins à la craie ont été faits par les soldats russes qui ont envahi le Reichstag en 1945 et qui ont dessiné pour leur famille des mots. Et donc, on voit encore ces dessins à la craie dans les caves du Reichstag. C'est comme si, vous imaginez, à l'Assemblée nationale, on avait les mots des Prussiens dans les années 1070 qui étaient conservés de manière un petit peu libre. Donc voilà, c'est ça un petit peu cette image-là. C'est pour ça que j'ai trouvé intéressante d'être devant la gare. Celle-ci, alors, c'est la modernité, c'est Nach-Berlin, c'est la modernité, c'est au loin la cathédrale et le chemin de fer, la machine industrielle par excellence qui, à très grande vitesse, nous amène vers la ville. Bon, c'est ça, c'est un mélange de ville et de modernité. Ça, c'est la gare. C'est la gare de Lertobahnhof, historiquement. Alors, Lertobahnhof, aujourd'hui, c'est la gare centrale de Berlin. Alors, c'est déjà le champignon, mais il y avait un bout du champignon, puisque vous avez le long bâtiment que vous avez devant vous, qui était un bâtiment qui permettait de partir vers le nord, et ensuite vers l'ouest, puisque Lertobahnhof, ça veut dire la gare de Lehrte. Lehrte, c'est une ville en Basse-Saxe. Et vous devinez aussi le Ringbahn qui part de l'ouest en est et qui croise aussi cette gare. Cette gare a toujours été assez bizarre et vous avez une petite place devant qui est assez remarquable qui donne sur la Spree. Donc voilà, c'est une vieille gare qui est devenue une des gares les plus grandes d'Allemagne, les plus chères, pas forcément une des plus belles, mais voilà, pour moi, c'est le symbole des années 20 aussi. C'est pas celle-ci, mais c'est là que vous pouvez parler du point Vélic de la ville. Ah, oui, c'est ce que j'appelle. Alors, Friedrichstraße n'est pas loin, elle est tout près. Oui, c'est le point Vélic. Hugo a parlé de ça pour Victor Hugo pour Paris en disant Paris, c'est le point Vélic de la civilisation.
Le point vélique, ça veut dire en gros l'endroit où les forces sur un bateau se concentrent et donnent toute la capacité de mouvement à ce bateau-là. Et ben, les gares, pour moi, c'est des points véliques, c'est-à-dire les gares, c'est une concentrée de civilisation avec le pire et le meilleur. Dans la gare de Friedrichstrasse, il y a la première mission de la gare, Bahnhofsmission, où on accueillait les SDF, les prostituées, les gens perdus. Et j'allais dire, la gare, c'est aussi un endroit où même les gens perdus ont une place. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans les gares, c'est que même les gens qui sont perdus, n'ont rien à faire en gare, n'ont pas de train à prendre, n'ont pas d'achat à faire, ben quelque part, ils trouvent un endroit pour être reçus. Je pense que c'est un beau symbole des gares. D'accord. Bon, et celle-ci, on n'est plus à Berlin. Et du coup, on peut regarder cette autre ville que vous aimez. Alors, cette photo-là, c'est Gandhi. Hein. C'est Gandhi qui marche à San Francisco. Et San Francisco, c'est aussi pareil. C'est une ville qui n'est pas américaine pour moi. C'est comme New York ou Berlin, qui n'est pas allemande. C'est une ville qui n'est pas américaine et avec j'allais dire, à la fois de la très haute technologie, on parle à Silicon Valley, etc., mais aussi une manière de vivre qui est complètement décalée aussi par rapport aux États-Unis. Vous savez, en ce moment, j'allais dire, on le voit, et c'est ce qu'on n'espère pas pour l'Europe, il y a un décalage quand même complet entre les grandes villes de l'Est et de l'Ouest, donc San Francisco, Los Angeles, San Diego, et à l'Est, Boston, Boswatch, Washington, Philadelphie, etc., New York, c'est des villes qui, à la fois, sont des villes modernes et à la fois des villes qui sont un petit peu détachées du pays, ce qu'on appelle aux États-Unis le flyover country, l'Amérique blanche, du Middle West et du sud de la Louisiane, qui a du mal à comprendre ces villes de l'Ouest, ces villes modernes, ces villes un petit peu de mélange. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, et le danger aussi qu'il faut peut-être remarquer, c'est qu'il ne faut pas que les grandes villes européennes deviennent des villes détachées de leur histoire et détachées aussi des populations qui vivent ailleurs que dans la grande zone urbaine. Il y a un défi pour moi, défi que je pense Berlin a su relever. Berlin, comme disait Yana, c'est compliqué Berlin parce que, j'allais dire, on va avoir des élections, par exemple, dans 6 mois en Allemagne. Et il y a à droite, pour succéder à la chancelière, il y a un homme qui est un élu bavarois, le ministre-président de Bavière, Söder. Et quand vous parlez à un Berlinois qu'il y aura un Bavarois à la tête de la chancellerie, mais c'est pas imaginable. C'est pas imaginable. C'est pas, voilà, c'est pour rire. C'est pas, il ne sera jamais chancelier. Et donc, il y a à la fois ce personnage allemand qui fait partie j'allais dire, du paysage politique qui a des très bons sondages, mais quelque part, tout le monde sait, enfin, je touche du bois parce que peut-être l'histoire va me contredire, mais tout le monde sait qu'il n'y aura jamais un Bavarois dans une chancellerie à Berlin. Gilles, on a dit la même chose d'Adolf Hitler. Hein. Attention. Oui, mais j'allais dire, tu sais qu'Adolf Hitler a eu la nationalité allemande grâce à Brunswick. Puisque non, il était autrichien, mais il a fait son premier succès politique en Bavière. Oui, mais il a été. Les écrivains, ils n'apprennent pas de l'histoire. Hein. Oui, mais j'allais dire, voilà. Donc, mais l'histoire, bon, je pense que l'histoire aussi a des effets Clapet. Je pense que l'histoire ne se reproduit pas. Il y a des effets Clapet. Et donc, voilà. Donc, j'allais dire, il y a des villes comme ça qui, à la fois, se détachent de leur territoire, ne sont pas forcément très allemandes, mais ont su continuer à intégrer ces populations. J'allais dire, moi, le symbole de San Francisco, c'est un symbole d'ouverture, mais aussi un symbole peut-être dangereux parce que c'est des villes qui tournent le dos peut-être trop à leur pays. Donc, il y a ce mélange à avoir de toujours rester, j'allais dire, le symbole d'un pays, toujours rester la capacité d'ouverture, d'accueil de tous. Il y a un moment, au moment des attentats qui ont eu lieu à Berlin, donc sur le marché de Noël, il y a un journaliste de Berlin qui écrit une lettre ouverte au terrorisme en disant nous, on a tous les Allemands, on a des Allemands turcs, on a des Allemands serbes, on a des Allemands croates, on a des Allemands italiens et on a même des habitants du Bade-Württemberg.
C'est ça, Berlin. Et j'allais dire, voilà, moi, je trouve San Francisco, c'est un symbole équivalent, mais j'allais dire, avec le danger des villes américaines qui sont un peu en dehors de la vie américaine dans sa globalité. Et donc, c'est à la fois un autre symbole, mais un symbole sur lequel je pense qu'il faut se méfier. Berlin reste Berlin parce que Berlin accueille même les gens du Bade-Württemberg. Oui, alors effectivement, là, c'est vrai qu'on va au-delà on va au-delà des frontières. Alors, Yana, on a bien compris que vous, c'était Venise, donc un attachement vraiment à cette ville, Venise. Mais il y a d'autres villes aussi qui vous inspirent. Il a eu des villes. Ma vie était un roman d'apprentissage. Et j'ai fait mon apprentissage d'architecte, d'artisan, aussi de femmes de bataille pour l'émancipation des femmes dans ce domaine, hein, qui n'est pas évident. En 1919, Walter Gropius a mis les femmes à cette profession d'architecte. Donc, ce n'est pas si vieux que ça. Mais dans mon roman d'apprentissage et de formation, j'ai vécu aussi en Argentine, à Buenos Aires, une ville qui est la plus belle ville après Paris, on peut dire. Non, Carlos, c'est vraiment une ville qui touche le cœur, avec ses lumières, avec ses verts, avec ses territoires derrière, riches et infinis presque. J'ai vécu à New York, bien sûr, et j'ai vécu à Milan, une ville que j'adorais et j'y arrivais à être la Lièvre de Rossi dans les années 80, où Milan était le melting pot, hein, le Schmelztiegel de tout ce qui était création, design, architecture, urbanisme, mode, tout ce qui est la créativité, art bien sûr, mais aussi théâtre. Le théâtre du Bauhaus est venu chez Strehler à Milan. Donc c'est une ville d'une grande vitesse, une grande création et une grande inspiration pour moi. Mais après Milan, je connais le premier jour que je me présente au bureau d'Aldo Rossi, il me prend pour lundi prochain, c'était un vendredi, et dans le palais jusqu'à droite que vous voyez là, sur ma photo de cet printemps derrière, où la ville regagne sa dimension à elle. Je connais un jeune officier de marine qui s'appelle Antonio Revidin et qui va me faire une cour telle de me faire décider qu'après 2, 3, 4 ans, je quitte Milan pour gagner Venise. Et mes amis, tous, à New York, à Buenos Aires et à Milan, ils disaient, maintenant, elle va aller vivre dans un village. Et c'est très vrai. C'est un village. Venise était une ville de 200 000 habitants dans le temps avant la conquête de Napoléon, à la fin de la République. Elle est tombée, cette ville, à être un village de 20 000 habitants. Parce que les 50 000 qu'on lit sur le journal, c'est théorique, ils n'habitent pas la ville, mais c'est une ville qui a été projetée par l'excellence dans 1600 ans de son histoire pour être circulaire en économie, avec un grand territoire, la lagune elle-même, fertile comme tout, poissons, légumes, viande, tout que la ville consumait était produit dans son territoire énorme des lagunes et de son territoire d'eau. Elle était bien sûr une économie circulaire parce qu'elle était, avant la découverte de l'Amérique par Colomb, elle était le port de l'Europe pour tout ce qui venait ou de l'Afrique ou de l'Orient. Elle prouvait la mixité sociale qu'après Max Weber va théoriser Carlos plus tard. C'était le melting pot de toutes les religions connues à ce moment-là, de l'humanité, de toutes les ethnies, de tous les arts. C'était les écoles des artistes arrivaient à inviter les artistes de l'Allemagne, de la France, de l'Amérique, même déjà quand ils étaient inventés ou découvertes. Donc cette mixité sociale mais manifeste, voulue par le gouvernement de la région de Vénétie et d'une émancipation civique, parce que la ville de Venise rendait libre. C'est la recette de la ville. En général, la ville rend libre parce que dès que je paye mes taxes, j'ai la liberté de
fréquentation, de commerce, j'ai la liberté de rencontre, j'ai la liberté d'invitation. Donc tout ça, je pense que Venise nous réenseigne dans cette dernière année, qu'on retrouve une Venise comme elle était encore dans les temps de son splendeur. En 1920, après la Première Guerre mondiale, très pareil à Berlin, ces deux villes qui sont extrêmement liées dans leur histoire de échec, hein, de pauvreté. Ruskin décrit la ville qui tombe dans le canal. Il trouve ça très charmant et très romantique, mais ce n'est pas romantique du tout, ni charmant, parce que la ville, elle allait mourir par plus avoir une écologie, une économie circulaire. Là, en 1920, il y a un petit groupe, et c'est ce que j'ai décrit dans mon second roman, parce que là, c'est mon invitation à Gilles d'aller plus loin, hein, avec son écriture et de passer du genre de l'essai au genre de raconter ses sentiments et ses impressions dans la version plutôt littéraire. J'ai fait cette même risque, parce que c'était un risque pour quelqu'un qui est dans la recherche comme moi, et Carlos, tu peux bien comprendre. Et c'était Umberto Eco, qui était très ami avant de mourir, qui m'a dit, mais tout t'en fout, tu écris ce que tu veux, et après on verra bien si quelqu'un veut le lire ou si quelqu'un ne veut pas le lire, mais tu écris parce que tu veux raconter la vie, tu veux raconter les sentiments des êtres humains, et pas seulement les faits, hein, les faits théoriques ou sociologiques ou politologiques. Donc, je l'ai fait. Et le premier roman, bien sûr, la Madame Barros, elle raconte cette Berlin de 1920. Et en parallèle, le second livre, Margherita, c'était ma ancienne, la grand-mère de mon mari, elle réinvente cette ville, Venise, dans les années 20, en parallèle de Ilse Frank, seconde femme de Walter Gropius, qui invente, qui devient l'âme éthique et émancipatrice du Bauhaus. Et là, on voit une Venise. Regardez la photo sur le titre du livre qui est de 1920 et regardez la photo que j'ai prise l'année dernière. Et Venise reste encore, comme vous le voyez, c'est identique. On a regagné cette calme, cet espace intelligent que la ville propose. Et cette réinvention de Venise, et j'espère qu'on va revenir à cette recette, elle met déjà en valeur le tourisme de cure qui était déjà établi. On allait faire des cures de iode, des cures de mer, des cures d'eau, des cures d'air au lit d'eau. On invente un tourisme de culture avec la Biennale, et la Biennale qui s'ouvre aux arts nouvelles, le théâtre expérimental, le film et la photographie, bien sûr, et on adjoint un tourisme de nature. Le Lido devient l'expérimentation de tout le sport qui devient démocratique. On joue à golf, on joue à tennis, on fait la nage, on fait le canoting. On peut même partir maintenant avec un petit avion encore tout inventé. C'est pas Gilles et son robot hein, qui volent jusqu'à Mars, mais c'est des petits avions où il faut avoir peur de peut-être que ça départ jamais, ou que ça atterrit jamais. Donc tout ça, c'est ce triangle entre des voyageurs, des cures, des cultures et de la nature. Ça fait la nouvelle recette de Renaissance de Venise et c'est complètement oublié. Et ça crée aussi un tourisme où des invités, plutôt dire, qui savent encore voyager et pas passer un jour en vitesse à voir 3 choses et prendre 5 photos. Donc, c'est un peu ça les 2 livres. Et c'est pour moi l'autre ville de mon cœur et de ma vie et de mes relations, soit familières, soit d'éducation, soit de vie vécue, qui font bien espoir qu'aujourd'hui même, on puisse réinventer nos villes à ces dimensions-là de la rencontre, de la lenteur. La lenteur, ce n'est pas une lenteur d'organisation, hein, c'est une lenteur de qualité de vie et bien sûr de la rencontre entre les habitants, les êtres humains, les voisins et bien sûr aussi les invités.
Merci, merci Yana. Alors on voit bien et je pense que ceux qui nous écoutent, j'espère qu'on les aura inspirés à sortir de chez eux et à aller regarder la ville un peu différemment, que ce soit Berlin qu'on aimerait tous probablement aller revoir. Et Gilles, votre livre a été un peu conçu comme un guide en fait, hein, un guide pour marcher à Berlin, aller faire du vélo à Berlin, aller sur la Spree en bateau, redécouvrir cette ville. Ce qu'on rêverait également de faire à Venise ou à Paris. Merci à tous les trois. On voit bien que notre rapport à la ville, il est évidemment ancré dans nos émotions, dans nos souvenirs, dans les œuvres d'art, dans les rencontres qu'on y fait. Et on a eu ce matin vraiment un tour d'horizon et un partage assez incroyable de vos connaissances, de l'envie et de la sensibilité que vous avez à partager avec nous ces relations et ces expériences à Berlin. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens gardent, Gilles, à la lecture de votre livre? S'il y avait un souhait, et effectivement, vous y mettez quelques anecdotes quand même personnelles, on voit la grande compréhension et la grande connaissance que vous y avez, mais le conseil de Yana, c'est peut-être même de vous impliquer davantage en tant que sujet. J'allais dire, moi, ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est de prendre son temps, de s'arrêter. Yana parlait de lenteur, de s'arrêter sur un banc, la Friedrichstrasse, et regarder la ville. J'allais dire à travers les gens qui passent, à travers. Et j'allais dire cette capacité. Alors, on peut parler de ville sensible. Mon ami Luc parlait de ville sensible. J'allais dire, c'est vraiment le cœur de cela. Prendre son temps, travailler la ville, et puis surtout, j'allais dire, aimer cette ville, plein d'anecdotes. Une dernière peut-être pour vous raconter. En août 2009, j'étais avec mon fils à Berlin et on avait été voir un match, alors pas de Hertha, parce que Hertha, c'est le club de l'Ouest, le club des riches. On avait été à Union voir un match de foot à Union Berlin, qui est l'équipe un petit peu comme le Red Star en France. Voilà, pour mes messages personnels pour Benjamin, le Red Star en France, c'est-à-dire une équipe d'ouvriers, d'historiques, etc. Et on avait été surpris parce que quand il y a un coup franc contre l'équipe pour l'équipe de Union, il y a un mur au football, vous savez, on s'installe un mur. Et la plaisanterie de Union depuis les années 61, c'était à chaque fois qu'il y avait un match de foot et qu'il y avait un mur, les spectateurs criaient Mauer muss weg, Mauer muss weg. Le mur doit tomber, le mur doit tomber. C'était une plaisanterie politique parce qu'ils ne pouvaient pas crier cela contre le régime de RDA, mais ils pouvaient créer ça contre les clubs de foot contre lesquels ils jouaient. Et donc, à chaque fois que Union Berlin joue, on crie « le mur doit tomber, le mur doit tomber ». Et je trouve que c'est ça. C'est à la fois prendre du temps pour regarder et prendre du temps pour écouter, parce que Berlin, c'est aussi une ville qui aime beaucoup se moquer d'elle-même et qui a un humour assez grinçant. Et cet humour grinçant à Berlin, prenez votre temps, discutez-en et vous verrez, c'est assez remarquable. Et c'est vraiment un moment agréable. D'accord, très bien. Carlos, on va peut-être te laisser le mot de la fin. Tu avais envie de nous parler de Prague et puis je ne peux pas résister à l'idée de parler aussi de la ville polycentrique sur laquelle on travaille à la chaire. Donc voilà, je te passe la parole. Oui, non, c'était une ville que je voyais également avec la même nostalgie, mais et miroir, on va dire, sur certaines périodes. Berlin et Prague, elles ne sont pas très loin, donc Prague est une ville qui m'a beaucoup marqué. Hein. Praha, ça signifie en tchèque le seuil, donc c'est les passages du visible à l'invisible, du matériel à l'immatériel, de l'artistique à l'architecture, Aldo Rossi parlait de la typomorphologie qui à Prague est très présente. Elle a servi d'accueil des refuges berlinois donc, qui se sont installés à Prague également et qui a vécu également cette espèce de chape qui a été très forte. Et l'invasion des chars donc, en 68, j'ai eu aussi j'ai aussi la possibilité de vivre des moments absolument extraordinaires. Donc, quand il y a eu les révolutions des velours, j'étais donc à Prague, j'ai connu tout ce mouvement de David Czerny avec
l'insurrection artistique et culturelle, voilà. Donc, mais en parlant de cercle concentrique, bien sûr, c'est Prague historique du château, donc ça fait les ponts Charles, donc je dois avoir une photo quelque part, et les ponts Charles, donc oui, je ne peux pas partager mon écran, c'est pas grave. Et les ponts Charles, donc en 1400, et donc je ne sais plus où il est maintenant, c'est pas grave, ça n'a pas beaucoup d'importance. Je ne sais pas où il est passé, la photo, c'est pas grave. Mais en même temps, donc, ça pouvait coexister tout ce qu'il y a autour de l'ancien quartier, de l'ancien centre, les châteaux. Et après, quand j'ai vu émerger tous ces espèces de champignons, donc pour moi, ça avait été un choc quand j'ai visité les quartiers cosmonautes qui s'est trouvé à l'époque, donc on fait toujours à peu près à 40 minutes du centre de Prague, à métro, et cette espèce d'immense HLM, mais énorme camp d'HLM qui étaient tous reliés par des passerelles par le haut, donc on pouvait rejoindre n'importe quel appartement d'un HLM et sans sortir, mais on montait jusqu'au dernier étage, il y avait une passerelle qui empruntait face au vide et qui était en fait la réussite du monde socialiste face au capitalisme avec ces cages à lapins absolument atroces. Donc on pouvait coexister entre ces ponts Charles que vous avez là, donc créés au XVe siècle, avec ces quartiers des cosmonautes. Voilà, donc j'avais été frappé par les rêves des alchimistes, la cour de Rodolphe, qui accueillait donc tous ces espèces de mouvements. Tycho Brahe, donc l'astronome, qui avait perdu son nez lors d'un duel et qui est mort parce qu'il avait envie de pisser et par respect donc pour le roi et donc ça avait explosé. Pourtant, c'était après Kepler, un des grands scientifiques qui nous ont expliqué voilà, les systèmes solaires. Voilà. Donc, je trouvais qu'il y avait beaucoup de miroirs entre Berlin et Prague et spontanément, ça m'avait fait tilt avec ces deux villes très différentes, mais en même temps qui ont partagé des essors. Voilà. Donc, je disais les cercles concentriques par rapport à cette notion d'espace et de temps que nous est chère aussi avec Jana. Donc, comment le rythme de la ville de Prague pouvait échapper à une espèce de notion d'espace et temps totalement trépidant. Et comment petit à petit, cette transformation commence à les rattraper. Je connais Prague quand il n'y avait pas de publicité, aujourd'hui il y en a partout, quand il n'y avait pas de McDonald's, maintenant il y en a partout, et quand il y avait cette espèce de bar où on mangeait de la purée de patates avec une saucisse et de la bière, il y avait toutes les grandes discussions sur Boumil Harbal, et bon, aujourd'hui les gens sont concentrés sur leur iPad ou leur téléphone, voilà, donc cette notion d'espace et de temps qui se perd au profit de la recherche d'une espèce de confort technologique qui ne va pas ensemble. Donc voilà, ce n'est pas la nouvelle construction de comment il s'appelle, la tour en verre, l'immeuble qui danse, où il y a cette photo des Fred Astaire en fait, qui est reproduite à l'échelle d'un bâtiment. Qui attire énormément de touristes. Mais pour moi, c'est plus l'âme pragoise. Ça me fait penser au bâtiment de Sony, donc à Berlin, où c'est très beau, effectivement, quand on voit cette photo de Fred Astaire qui devient un bâtiment, mais où ça a perdu un peu l'âme donc pragoise. Voilà. Donc, je reste sur cette idée qu'il faut mener une grosse bataille par rapport à retrouver le temps et l'espace. Donc, voilà, que si on réussit à humaniser la ville, ça sera quand même plutôt une grande conquête. Et l'humanité de la ville, elle passe pour qu'on retrouve un temps utile, un temps de vie, un temps d'innovation, de créativité, un temps d'immanence, un temps de spiritualité, un temps de cosmogonie, et que ce sont deux temps qui sont aujourd'hui perdus parce que le productivisme, on le voit, donc que ce soit à l'est ou à l'ouest, voilà, ça c'est les bâtiments, donc effectivement l'immeuble qui danse des Fred Astaire, donc je pense que c'est Wright qui l'a fait, et donc Frank Wright, voilà, donc je pense que ces combats pour retrouver une nouvelle temporalité urbaine, des nouveaux rapports entre l'espace et le temps, donc reste plus que jamais d'actualité,
avec l'envie de retrouver une écologie humaniste, donc un monde beaucoup plus durable, non pas parce qu'on met du verre artificiellement, mais parce que l'humanité retrouve la fraîcheur de son âme, qui est celle qui me semble plus durable et qui est là aujourd'hui où on a un peu perdu. Voilà. Merci beaucoup. Il est exactement 10h30 et vous nous avez largement fait oublier nos petits soucis de connexion du début. Ça a été absolument passionnant. C'est aussi les retours qu'on a sur la retransmission en live. Moi, je suis absolument enthousiasmée par le fait que le directeur de l'innovation, de la science et des applications du CNES ait eu ce regard aussi historique et artistique et varié sur cette ville de Berlin. Yana, merci pour votre regard de spécialiste de la théorie de la ville, vos souvenirs et vos anecdotes par rapport à toutes ces villes qui ont maillé votre vie. Et Carlos, merci à toi aussi. Évidemment que tu as dernièrement travaillé sur de la ville-monde à la ville du quart d'heure, donc ce sujet qui te plaît tant et qui est au cœur de nos recherches à la chaire ETI. Je vous remercie vraiment tous les trois. Et j'espère que tous ceux qui nous ont suivis et qui nous resuivront, puisque ce webinaire sera enregistré et disponible sur le site de la chaire ETI, auront autant de plaisir que moi à l'écouter et à rêver. On a passé un temps suspendu là pendant 1h30 et on va un petit peu redescendre pour reprendre le fil de nos activités de la journée. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à toi, Catherine, pour l'animation. Merci. Catherine, Merci beaucoup. Je vous jette pour la journée une dernière citation. Comme Carlos, il cite le mot âme, qui est très peu cité en français. Et Carl Gustav Jung, qui n'est pas connu, vraiment pas connu, à côté de Freud, son maître viennois, Carl Gustav Jung est de Zurich, regardez un peu ses théories de l'inconscient. Il dit l'âme apparaît comme la quintessence de la relation. Et si nos villes et si nos livres, hein, cher Gilles, peuvent rechercher l'âme, les 5 sens en plus que l'âme, ça va toucher nos lecteurs. Merci Catherine pour cette Merci, Yana. très belle matinée. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. À très bientôt. À très bientôt.